qu'en fait, on peut être complètement en échec total dans sa vie en ayant un QI supérieur à 130. Le haut potentiel vient mettre de l'intensité dans mon propre fonctionnement, mais il y a des tas de personnes qui ont haut potentiel qui vont très bien. Il y a des tas de personnes qui ont une forte sensibilité qui vont très bien. C'est juste que ces gens-là, en fait, on les voit pas. Moi, je vois des tas de parents aujourd'hui qui ne veulent pas aller sur le terrain du haut potentiel avec leurs enfants parce que ils vont dire, et mon enfant, du coup, il va passer pour quelqu'un de prétentieux, il va passer pour, mais non, mais il faut pas qu'il sorte du cadre. Et en même temps, il y a des tas de parents pour qui ce serait une solution à tout parce que mon enfant, en fait, il est mal élevé et donc c'est parce qu'il a un haut potentiel. Non, burn-out, ah bah oui, c'est le truc à la mode. Et c'est pas du tout ce que tu as envie d'entendre quand tu connais un burn-out, parce qu'en fait, tu es en souffrance et que personne ne comprend ce qui est en train de se passer. On voit dans la littérature des bouquins, je suis trop intelligent donc je peux pas être heureux. Non, c'est pas vrai, parce que c'est plutôt en fait c'est plutôt bien en fait d'être intelligent en pratique. Bonjour Gauthier. Bonjour Jean-François. Tu accompagnes les personnes au potentiel, c'est ton activité professionnelle. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, j'ai monté cette structure il y a maintenant 2 ans de coaching et de reconversion professionnelle de ces personnes dites à haut potentiel intellectuel et aussi des personnes qui ont cette hypersensibilité. Et je suis également formateur process communication modèle. D'accord. Okay. Et avec un nouveau projet qui s'appelle l'école des relations, est-ce que tu as envie de nous en dire un mot? Oui, en fait, le constat est assez simple, c'est que dans nos relations, tout est mêlé. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne en reconversion professionnelle, évidemment que toute la logique d'équilibre de vie est amenée, la relation de couple éventuelle, la relation avec les enfants, si je déménage, quels sont les impacts éventuels, si j'ai des problématiques personnelles, évidemment que je les amène au travail, et les problématiques que j'ai au travail, évidemment que je les amène en fait à la maison. Voilà. Donc en fait, tout est relationnel, tout est imbriqué, et on est trois cofondateurs, et on s'est fait ce constat si on a une problématique relationnelle, il n'y a pas un espace, il n'y a pas un endroit ou structure qui permet de répondre à ces différentes problématiques. Donc nous, à l'école des relations, on propose des accompagnements en parentalité, en conjugalité, en reconversion professionnelle et évidemment en communication. Ok. Comment est-ce que tu en es arrivé au sujet des hauts potentiels? Je sais que toi-même, dans ton parcours, tu nous l'avais expliqué, il y a un moment où tu as découvert ce concept, ça a changé beaucoup de choses pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Ouais, alors moi j'ai un parcours RH à la base, j'ai travaillé en ressources humaines et puis au moment où j'occupais un poste de responsable RH, je fais un burn-out, je connais un burn-out et là je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose dans mon mode de fonctionnement que j'avais besoin de comprendre. Voilà. Un truc, alors voilà, c'est en général comme ça qu'on l'appelle, quelque chose, un truc qui fait que je sentais, je voyais au fond de moi que je fonctionnais pas comme les autres. Et de fil en aiguille, je tombe sur une conférence sur le haut potentiel intellectuel. Alors à l'époque, c'était très très loin de moi. Je me suis dit non mais c'est pas possible que je sois concerné par quelque chose comme ça, parce que j'avais pas forcément un parcours scolaire particulièrement brillant. J'ai plutôt ramé en fait, notamment au lycée. Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots, rappeler pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce concept, qu'est-ce que ça veut dire haut potentiel intellectuel? Oui, alors, ça c'est une grande question. C'est une grande question parce que il n'y a pas un consensus. Et c'est toute la problématique qu'on a aujourd'hui sur ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, de toute la différence entre l'approche des coachs et l'approche des psychologues, parce qu'il n'y a pas un consensus. Et je te propose peut-être, on reviendra un peu sur les détails, mais juste grossièrement pour comprendre comme on utilise ce mot. Alors, si je prends la définition scientifique, ce sont des personnes qui ont un quotient intellectuel qui est supérieur à 130. Si je prends purement la définition telle qu'elle est normée aujourd'hui par les psychologues, c'est ça. C'est j'ai un quotient intellectuel supérieur à 130. Ok, d'accord. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que évidemment, il y a toute une partie comportementale, et puis on pourra revenir sur ces tests de QI, parce qu'il y a énormément de biais. Et est-ce que ça mesure vraiment l'intelligence? C'est une grande question. Ok, on y reviendra.
Donc du coup, tu découvres ce sujet par le biais d'une conférence. Oui. Et pour toi, c'est pas possible que tu sois concerné par ça parce que tu n'es pas très bon scolairement. Oui, et puis parce que, alors en fait, je m'étais intéressé à ça parce que j'étais perçu dans les entreprises dans lesquelles j'avais travaillé comme étant quelqu'un à potentiel. Mais qui est complètement différent en fait du monde du haut potentiel, parce qu'en fait on peut être complètement en échec total dans sa vie en ayant un QI supérieur à 130. Donc pour moi c'était impensable en fait, et là ma femme a joué un rôle en fait assez fort, parce que c'est elle qui a pris un premier ouvrage qui a été écrit sur les surdoués dans le monde du travail, que elle a commencé à lire d'abord, puis là elle m'a dit bah tu sais tu devrais le lire. Et là, je l'ai lu, et là, ça a été l'effondrement pour moi de me dire, en fait, je me reconnais totalement dans cette lecture, et de là, j'en ai lu d'autres, et il y avait toujours ce doute en moi, c'est-à-dire qu'à la fois, je me reconnaissais totalement dans la description qui était faite de 4 ou 5 bouquins que j'avais lus, parce qu'il m'en fallait toujours plus, parce que j'avais toujours ce doute, en fait, en moi, et après, j'ai décidé de passer les tests, en fait, tout simplement, parce que j'avais besoin de valider ça par ces tests, et donc j'ai décidé de passer ces tests. Voilà. Donc, test de QI. Test de QI, Okay. Voilà, tout à fait. Ok. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de comprendre ton fonctionnement? Alors, en fait, ça m'a permis de comprendre que je pouvais m'autoriser à penser différemment. Okay. En fait, c'est vraiment ça. C'est la découverte de ce haut potentiel m'a permis de mettre des mots, du coup, sur un fonctionnement un peu différent. C'est-à-dire que moi, quand il y a une approche que j'ai du monde, elle se fait en termes de réflexion de manière beaucoup plus rapide que d'autres personnes. À partir du moment où on comprend ça, plutôt que de se dire mais je ne comprends pas comment les gens ne peuvent ne pas penser comme ça, à partir du moment où on met des mots comme ça, en fait, on devient beaucoup plus tolérant vis-à-vis de soi-même, parce qu'évidemment toute l'approche elle est évidemment vis-à-vis de soi-même, et puis aussi vis-à-vis des autres, ce qui permet d'apaiser en fait toute la mécanique relationnelle qu'on a derrière. Donc en fait, la découverte de ce haut potentiel permet de mettre des mots sur cette intensité. Voilà, moi j'aime bien définir le haut potentiel comme l'intensité dans notre propre fonctionnement. C'est ce côté hyper en fait, c'est ce côté trop qu'on peut nous reprocher. T'es trop émotif, ou tu vas trop vite, ou tu fais trop ci, tu fais trop ça. En fait, c'est ce côté hyper qu'on peut avoir par rapport à notre propre personnalité. D'où le fait de bien comprendre quelle est notre propre personnalité, parce que de toutes les personnes à haut potentiel que j'ai rencontrées, certaines sont sensibles, d'autres ne le sont pas du tout, et il y a des fonctionnements comportementaux qui sont complètement différents, et pour autant, il va y avoir un critère commun si on prend l'aspect scientifique, qui sera le QI supérieur à 130. Voilà. Okay. Donc, le fait de mettre des mots dessus est quelque part la clé pour pouvoir s'autoriser à être tel qu'on est, c'est-à-dire bah voilà, moi j'ai besoin d'intensité, bah je vais m'autoriser cette intensité, mais du coup cette intensité aussi me dit attention, et le burn-out du coup est un phénomène qui arrive assez vite pour beaucoup. J'ai besoin de temps de pause parce que le cerveau il fonctionne énormément, donc j'ai besoin de temps d'arrêt qu'on ne s'autorise pas forcément en fait quand on a ce fonctionnement au potentiel, parce que on n'a pas conscience que le cerveau il tourne sans arrêt. Donc nous on s'imagine bah c'est normal parce que tout le monde fonctionne comme ça, et bien pas du tout. Et donc, comme ça fonctionne en permanence, j'ai besoin de temps d'arrêt. Voilà. Donc, d'apprendre ça. Moi, j'aime bien prendre cette métaphore de la Formule 1. Okay. Alors, si tu m'autorises, je vais la donner. Ouais. Une Formule 1, c'est quoi? C'est une voiture qui tourne très vite, avec un moteur qui est particulièrement qui nécessite en fait beaucoup de soins. Okay. Une Formule 1, elle tourne assez peu, en pratique. Elle tourne très vite et elle tourne assez peu. Une Formule 1, pour qu'elle puisse tourner correctement, il y a 3 choses. Il y a évidemment la voiture en tant que telle, qu'elle soit performante. 2, il y a un pilote. Et 3, il y a une équipe. Okay. Le moteur, c'est le corps. Le pilote, c'est le cerveau. Et l'équipe, c'est le cerveau, si on a conscience de notre propre fonctionnement, et évidemment toutes les personnes qui vont nous entourer. Qu'est-ce qui fait qu'une voiture, une Formule 1 peut aller au bout? C'est parce qu'il y a évidemment le moteur qui est performant, le pilote qui est aussi à l'écoute de ce que va lui dire l'équipe, parce que l'équipe lui dit « Attention, tu devrais t'arrêter parce que là, les pneus, ils vont éclater. » Ah non. Bah si, les pneus, ils ont éclaté, donc en fait, t'es pas allé au bout. Et puis évidemment, une équipe qui est derrière et qui est performante pour dire « Arrête-toi. Arrête-toi parce que là, il faut remettre de l'essence, il faut remettre du pétrole, et là, tu as besoin d'un arrêt au stand. » Donc en fait, j'aime bien cette métaphore de une efficacité
dans le travail et en même temps un besoin d'arrêt au stand très régulier pour souffler et pour pouvoir avancer. Voilà. Donc la Formule 1, elle n'est pas plus efficace, elle est pas meilleure en fait, si tu veux, qu'une autre voiture. Simplement, il faut comprendre que la Formule 1, pour pouvoir s'épanouir, eh ben, elle a besoin d'être sur un circuit, d'être dans un environnement qui est fait pour elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle va s'épanouir avec d'autres Formule 1. Voilà. Je vais pas sur une petite route de campagne avec une Formule 1, je vais prendre une petite voiture. Ce qui ne veut pas dire que la Formule 1 ou la petite voiture, il y en a une qui est meilleure que l'autre. C'est juste que j'ai besoin de mettre des mots sur le fait que je peux être une Formule 1 et que du coup, j'ai besoin d'un environnement qui me correspond pour pouvoir tout simplement m'épanouir parce que c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Et c'est pas de la prétention. Ça, c'est juste de comprendre son mode de fonctionnement pour dire, bah voilà, moi j'ai un terrain de jeu qui est la course et qui est, j'ai besoin d'être avec d'autres Formule 1. Et là, je m'amuse. Ce qui permet, derrière, de pouvoir rouler en route de campagne de temps en temps, parce qu'évidemment, ça fait partie de notre quotidien aussi, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez courant que tu vois chez les personnes au potentiel? Tu sais, t'as décrit t'as dit, je me suis autorisé, tu vois, comme si tout d'un coup, les choses devenaient logiques et que je comprenais, ah, mais c'est normal que je réagisse comme ça ou qu'il se passe ça à l'intérieur de moi. Et du coup, il y a un côté où c'est soulageant, en fait, de dire, ah, mais en fait, tout ça est normal. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois régulièrement, pardon, chez les personnes au potentiel quand elles découvrent leur mode de fonctionnement ou qu'elles comprennent qu'elles le sont au potentiel? Oui, ouais. Ça c'est classique, encore une fois, de pouvoir s'autoriser à mettre des mots sur ce côté hyper, en fait. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'être stimulé. Mettre des mots sur ce truc. Et de mettre des mots, en fait, sur ce quelque chose qui fait que, mais je vois bien que je fonctionne pas comme les autres. Cette autorisation, elle est d'autant plus importante que quand on a cette mécanique de réflexion, on a d'autant plus de doutes que je réfléchis. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, en fait. C'est le syndrome de l'imposteur existe principalement chez les personnes qui se posent des questions. Oui. Si je me pose pas de questions, je vais pas remettre en doute mes capacités. Maintenant, si j'ai été dans un environnement qui m'a pas permis de gagner confiance en moi, qui m'a pas permis de m'épanouir tel que je souhaite être, du coup, si j'ai une faible estime de moi-même, évidemment que le syndrome de l'imposteur, il va être encore plus présent. Donc, pouvoir mettre des mots sur cette mécanique là, elle est évidemment encore une fois clé pour permettre de soulager. C'est peut-être ça. C'est je vais soulager et en même temps attention à pas tout mettre derrière cette notion de haut potentiel, parce que il y a le risque aussi du coup, et moi j'observe beaucoup ça, de dire ah bah tout est lié au potentiel ou tout va être lié à mon hypersensibilité. Et ben en fait non, ça c'est un piège. C'est un piège parce que c'est faux en fait. Le haut potentiel vient mettre de l'intensité dans mon propre fonctionnement, mais il y a des tas de personnes qui ont haut potentiel qui vont très bien. Il y a des tas de personnes qui ont une forte sensibilité qui vont très bien. C'est juste que ces gens-là, en fait, on les voit pas, on ne les entend pas. Donc c'est pas ceux qu'on voit présents dans les médias, c'est pas ceux qu'on voit présents dans les réseaux, parce qu'ils n'en ont pas besoin. En fait, donc ils vont bien. Donc c'est pour ça que c'est aussi dangereux de voir les hauts potentiels, les personnes à haut potentiel ou les personnes qui ont une forte sensibilité comme des personnes qui vont pas bien, parce que c'est complètement faux. En fait, je peux tout à fait être très bien avec un haut potentiel ou avec une forte sensibilité, parce que j'ai eu dans ma construction identitaire, parce que j'ai eu dans l'environnement dans lequel j'ai été élevé, dans lequel j'ai grandi, et j'ai des expériences qui ont été valorisantes pour moi, et donc j'ai une bonne confiance en moi, je sais comment je fonctionne, je sais quelles sont mes limites, donc il n'y a pas de problème, en fait. Je peux m'autoriser à être. Toute la difficulté, c'est pour, en fait, toutes les personnes qui n'ont pas connu ça, et qui là se retrouvent, du coup, avec un gros déficit d'elles-mêmes, notamment. Et là, comme il y a cette intensité, là, évidemment, ça vient mettre de l'écho et ça vient amplifier, du coup, ce phénomène que peuvent connaître toutes les personnes, en fait, en pratique. Comment, c'est quoi les symptômes, entre guillemets, désolé pour le mot est peut-être pas très bien choisi, mais plutôt les caractéristiques. Quels signes pourraient m'indiquer si je me demande si je suis au potentiel ou si j'ai pas encore entendu parler de ce concept-là et que je m'interroge, que je pourrais l'être?
Tu as parlé de l'intensité. Oui. Tu as parlé du fait de comprendre très très vite les choses et de se demander parfois pourquoi tout le monde est aussi lent autour de moi. Oui. Est-ce qu'il y a des traits Oui, alors encore une fois, il n'y a pas une généralité, mais je vais donner quelques traits dans lesquels on pourra se retrouver. Donc c'est vraiment cette intensité. Cette intensité, elle se retrouve dans quoi? Elle se retrouve dans la capacité que je peux avoir à trouver des solutions dans des systèmes complexes. D'accord. C'est-à-dire que plus c'est complexe, moi plus j'arrive à trouver des solutions. Donc ça va être principalement dans le monde de l'entreprise que ça va Oui, mais pas forcément. En fait, ça peut être dans n'importe quel environnement qu'on peut avoir, que ce soit sur un plan perso ou que ce soit sur un plan pro. C'est évidemment dérangeant dans un plan perso parce que avec cette rapidité d'analyse qu'il peut y avoir aussi derrière, eh ben ça dérange rapidement parce que j'arrive, je vois tout de suite ce qui va pas et si j'ai pas conscience de ça, je vais le dire et là je dérange. Et là, je comprends pas pourquoi je dérange parce que moi je pense bien faire les choses, mais l'organisation évidemment est complètement dérangée par ça. Donc ça c'est un premier trait. Le second c'est le besoin de stimuler. Il y a un vrai besoin d'être stimulé par des personnes ou un vrai besoin d'être stimulé intellectuellement, une soif d'apprendre, une soif de comprendre. Et dans les organisations, en lien avec cette compréhension des systèmes complexes, le besoin d'avoir la compréhension du process de A à Z. C'est-à-dire que moi, je peux pas, quand je suis au boulot, me contenter de la fiche de poste dans laquelle je suis. J'ai besoin de comprendre tout le process qui se passe avant et jusqu'où ça va aller. Ce qui est absolument dérangeant en entreprise parce que c'est pas du tout ce qu'on me demande et c'est absolument pas ce que font les gens à côté de moi. Donc les gens ne comprennent pas et moi je comprends pas. Donc il y a ça. Parfois il peut y avoir un humour un peu décalé parce qu'il peut y avoir un second, troisième, quatrième degré parce que moi je fais des rapprochements par rapport à certaines choses et là où les gens comprennent absolument pas, donc ils vont prendre un premier degré, ce que moi j'ai perçu comme un quatrième degré. Donc ça peut être aussi complètement dérangeant pour les autres. Pour les personnes qui ont en elles-mêmes cette forte sensibilité, et ben du coup on va appeler ça de l'hypersensibilité, c'est-à-dire que je perçois particulièrement bien mon environnement au regard de mes 5 sens, c'est-à-dire que je vais être très attentif au bruit, à la lumière, à l'harmonie du coup qu'il peut y avoir autour de moi. Donc ça c'est pour les personnes qui ont cette forte sensibilité. Encore une fois, je peux l'avoir ou pas avec un haut potentiel. Oui. Non, je t'écoute. Pardon. Je me grattais juste l'œil. Je n'étais pas en train de lever la main. Pardon. Du coup, j'ai perdu le fil. Donc tu parlais de l'hypersensibilité qui est parfois associée. Oui, alors. Profil au potentiel, mais pas toujours. Non, parce que alors je vais parler de sensibilité avant de parler d'hypersensibilité. D'accord. Pourquoi? Parce que la sensibilité est un trait de caractère. D'accord. Que on a ou pas avec un haut potentiel. C'est-à-dire que je peux avoir un haut quotient intellectuel, c'est-à-dire en fait avoir tout ce que je viens de te dire sans être particulièrement sensible. Ok. Et ça c'est lié à sa personnalité. Je peux être quelqu'un de très sensible parce que c'est mon langage à moi qui est celui des émotions, sans pour autant avoir en parallèle ce haut quotient intellectuel. Donc ça c'est deux choses qui sont séparées et le problème qu'on retrouve aujourd'hui c'est qu'il y a un amalgame en fait qui est fait. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans cette case de haut potentiel, alors qu'en fait, on parle de forte sensibilité. Et si j'ai une forte sensibilité, du coup, forcément, j'ai ce potentiel. Non, c'est deux choses qui sont complètement séparées. Maintenant, évidemment que si j'associe l'intensité à cette forte sensibilité et à ce besoin de mettre du sens, à ce besoin de comprendre des choses, à ce besoin d'aller au-delà de ce qu'on peut me demander, parce qu'il y a ça, du coup, il y a ce côté passionné, il y a ce besoin fondamental de mettre du sens et donc d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut me demander dans ma vie personnelle ou dans ce qu'on peut me demander dans ma vie professionnelle. Ben ça, évidemment, que ça met une dimension complémentaire avec ce sixième sens, moi comme je l'appelle, qui est l'intuition, qui est un peu le canari dans la mine. Hein. C'est-à-dire que dans une mine, si jamais il y a un problème, à l'époque, on avait des canaris et eux, ils s'agitaient. Et donc, si le canari commençait à s'agiter, c'est qu'il y avait un truc. Et quelque part, le haut potentiel qui a cette forte sensibilité en plus, c'est un peu le canari dans la mine. C'est-à-dire qu'il va pressentir bien avant tout le monde qu'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'il l'aura analysé et il l'aura senti en plus. Et là, il peut se sentir complètement seul et complètement en décalage parce que personne ne va le croire. Voilà. Mais pour autant, on devrait les croire, ces gens-là, dans les organisations, parce que c'est ceux-là qui vont permettre à l'organisation
d'aller beaucoup plus loin et de déceler les problèmes bien avant les autres. Voilà, encore faut-il les croire. Ok. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, ce fonctionnement-là, à la fois en positif ou en négatif pour les personnes? Par exemple, est-ce que les personnes au potentiel, par leur recherche d'intensité, vont être plus sensibles au burn-out, peut-être plus être pas sensibles mais exposés? Quelles conséquences ça peut avoir dans la vie professionnelle ou par exemple dans la vie relationnelle, la vie de couple, la vie familiale, la vie amicale? Alors là, je vais parler des personnes à haut potentiel avec un profil particulier qui est celui du burn-out. Oui. Les personnes qui connaissent... Non, je me souviens plus, est-ce que toi tu es spécialisé sur cette question? Du burn-out? Oui. Ouais, je me suis beaucoup intéressé et j'ai beaucoup de personnes du coup que j'accompagne qui ont connu ce burn-out parce que voilà, je les outille aussi, je suis outillé sur toute une partie mécanique aussi pour leur expliquer comment ça se passe, pour pouvoir prendre conscience aussi et être accompagné là-dessus parce que le burn-out, c'est pareil, il y a beaucoup de clichés aussi autour de ça. On pourra en parler aussi autour du haut potentiel, mais burn-out, ah bah oui, c'est le truc à la mode. Et c'est pas du tout ce que tu as envie d'entendre quand tu connais un burn-out, parce qu'en fait, tu es en souffrance et que personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un burn-out, du coup? Oui. Parce que je me rends compte, est-ce que je serais capable de bien le définir? J'en suis pas si sûr. Alors, un burn-out, c'est un épuisement physique et psychique. Okay. En fait, j'aime bien les métaphores. C'est la métaphore de la pile qui est totalement vidée de l'intérieur. Mais ça se voit pas à l'extérieur. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que physiquement, on n'est pas en train de voir que je suis effondré. Alors même si je peux l'être physiquement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un arrêt, c'est-à-dire que je peux pas me lever. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir. Mais il n'y a pas de symptômes physiques quand on me regarde. Pour autant, à l'intérieur, toute la mécanique de neurotransmetteurs, il n'y a plus rien. C'est le vide. Et là, il faut recharger en neurotransmetteurs. Parce que y a plus, c'est fini. Donc la pile est vidée de l'intérieur, même si ça se voit pas forcément à l'extérieur. Et là, il faut beaucoup de temps et de compréhension pour pouvoir recharger la pile, et notamment en regagnant confiance en soi et en prenant du plaisir et des choses comme ça. C'est quoi la différence par rapport à une dépression? Est-ce que ça va être la cause? Est-ce que c'est une dépression qui est causée par un épuisement? C'est une très bonne question, ça, parce que pareil, il y a beaucoup d'amalgames et beaucoup de professionnels d'ailleurs de santé font encore l'amalgame. Le burn-out n'est pas une dépression, mais le burn-out peut conduire à une dépression. Le burn-out est lié à un stress chronique qui dure dans le temps, vraiment chronique, qui fait qu'il y a un moment donné, je n'ai plus cette capacité physique. En fait, c'est le corps qui se met en arrêt. C'est-à-dire que mentalement, je tiens, parce que c'est comme ça que ça marche. Les profils à burn-out, ce sont les personnes qui mentalement se disent « je dois tenir, je vais tenir, j'ai les capacités pour tenir ». Je n'ai pas conscience de tout ce qui est en train de me dire le corps, c'est-à-dire que je somatise de tous les côtés. Ça peut être des maux de tête, des insomnies, des difficultés respiratoires, tout un tas de choses, mais je n'en ai pas conscience parce que j'en prends pas conscience parce que je suis beaucoup dans le mental. C'est pour ça que les personnes à haut potentiel sont d'autant plus concernées qu'elles sont beaucoup dans le mental et pas forcément dans le rapport au corps. Et à un moment donné, le corps, il me dit, écoute, cerveau, toi, t'as pas envie de t'arrêter, moi, je te mets à l'arrêt. Ce qui fait que, je peux me retrouver à ne plus pouvoir parler, je peux me retrouver à ne plus pouvoir me lever, avec des vertiges et des choses comme ça. C'est le corps, en fait, qui se met à l'arrêt parce que lui, le cerveau est toujours comme ça. Ça peut conduire à une dépression parce que si j'ai été beaucoup dans l'activité précédemment, ce qui était forcément le cas des personnes à haut potentiel, et que je me rends compte que le corps est en train de me dire non, camarade, en fait, tu vas te reposer. Avec toutes les injonctions que je reçois en parallèle de non mais retourne bosser, tu vas voir, c'est en allant bosser du coup que tu vas pouvoir regagner de l'énergie, sauf que toi tu ne peux pas concrètement, mais ça les gens ils le comprennent pas parce qu'ils ne le vivent pas. Moi j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'avoir des activités, mais le corps me dit non. Et ça, si c'est mal accompagné, ça peut conduire à une dépression parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a un vide, que les gens autour de nous on peut aussi être vite séparé des gens qui sont autour de nous parce qu'en fait il y a quelque chose où on n'est pas compris et donc il peut y avoir un gros sentiment de solitude, une perte de sens. Donc là si on n'est pas accompagné, clairement ça peut conduire à une dépression.
D'où le fait, après un burn-out, d'être vraiment accompagné par des personnes qui connaissent fondamentalement ce que c'est que le burn-out, et puis qui vont me permettre aussi de comprendre que ça va prendre du temps. Voilà. Sachant que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, parce que moi je suis dans l'efficacité et j'ai besoin d'être performant, évidemment. Et là, eh bien, ça va prendre des mois, peut-être des années, avant de vraiment reprendre pleinement possession de ses moyens, comme on dit, de manière complètement différente, parce qu'on ne vit jamais de la même manière après un burn-out qu'avant. Et sinon on rechute concrètement. Mais ça peut prendre des mois et ça peut prendre des années. D'où le fait d'être vraiment accompagné, parce que le corps a été marqué, le corps dit stop, et là, du coup, le mental il y a tout un enjeu entre la connexion entre le mental et le corps, pour dire en fait le corps est mon meilleur ami. Donc s'il me dit repose-toi parce que j'ai mal au dos, parce que je somatise quelque part, c'est qu'il me dit quelque chose. Et donc voilà. Et ça prend beaucoup de temps, parce que si j'ai fait un burn-out, c'est que c'est complètement séparé, quoi. Le mental et le rapport au corps, c'est complètement séparé. Donc là, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'apprentissage, ça nécessite d'avoir des nouvelles routines, d'avoir des nouvelles habitudes pour pouvoir faire de son corps son meilleur allié, parce que lui, il l'est, mais je l'ai pas forcément compris encore ici. Comment t'accompagnes les personnes qui arrivent dans ton cabinet avec ces problématiques de burn-out? Enfin, dans ton cabinet, je crois que tu accompagnes principalement par visio, donc enfin, en tout cas qui arrivent avec toi. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a des stratégies ou des conseils qui marchent dans la plupart des cas? J'imagine qu'il y a une autre partie qui doit être très personnalisée en fonction de qui est la personne. Mais voilà, j'arrive en burn-out. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, il y a deux choses, parce que moi j'arrive. Donc le principe du coaching, c'est de la mise en action. Donc en fait, les personnes, quand elles viennent me voir, elles ont rarement fait un burn-out là tout de suite. Ou alors je les accompagne, moi, pas forcément dans une logique de reconversion professionnelle tout de suite, parce que ça nécessite d'être projeté, et donc ça nécessite en fait d'avoir un peu d'énergie. Donc en fait, j'ai deux types d'accompagnement. Si les personnes viennent juste de connaître ce burn-out ou sont encore dans un état d'épuisement, je les accompagne plutôt à comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir regagner de l'énergie. Et après, je leur dis, la partie professionnelle, c'est plus tard, parce que là, c'est trop tôt pour vous. Voilà. Enfin, c'est pas moi qui décide si c'est trop tôt pour elle, mais je leur dis que vous dit votre corps. Voilà. Et si le corps, il vous dit non, j'y vais pas, bah, écoutez-le, parce que sinon, en fait, vous allez rechuter, et ce sera d'autant plus long que vous allez résister sur un plan mental. Et après, dans la partie reconversion professionnelle, eh j'allie en fait cette compréhension. Enfin, je vais encore beaucoup plus loin dans la compréhension de la mécanique. Je parle vraiment de mécanique du cerveau. Moi, je me suis formé en neurosciences, donc je donne de la matière aussi là-dessus pour ne pas reconnaître et pour pas reproduire un schéma qui s'est déjà produit précédemment dans l'environnement dans lequel j'ai été par rapport à son propre fonctionnement. Donc on va travailler sur l'environnement. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Et attention, si on est dans une logique de haut potentiel, rappelez-vous la Formule 1. Voilà. Rappelez-vous la Formule 1. Si j'ai pas mon potentiel, évidemment que je ferai pas cette métaphore de la Formule 1. Mais l'environnement professionnel est d'autant plus un enjeu que j'ai un haut potentiel ou une forte sensibilité. Donc, ce que je comprends dans ce que tu m'as dit, c'est qu'il y a une dimension où tu vas apprendre aux personnes à plus être à l'écoute de leur corps, et une autre dimension où tu vas apprendre à se mettre dans un environnement qui va respecter notre écologie de haut potentiel, qui va être un environnement entre guillemets propice à un fonctionnement type Formule 1. Oui. Ok. Tu parlais de faire des pauses. En début d'interview, c'est quelque chose que les personnes au potentiel ont du mal à faire aussi, que tu apprends à faire des pauses. Ça fait partie un peu des clés essentielles ou... Oui. D'autant plus si j'ai une forte sensibilité. Comment concrètement t'aides les personnes? Tu en as parlé de la reconnexion au corps, à faire des pauses. Il y a un peu des techniques ou surtout prendre conscience en fait de ces choses. Alors il y a beaucoup de techniques, et puis c'est très dépendant du coup de la problématique de la personne en face et de sa personnalité, parce qu'encore une fois, moi dans tous mes accompagnements
il y a cet inventaire process communication qui permet de comprendre pour soi ce que ça veut dire et quels sont les éléments avec lesquels je vais pouvoir me recharger moi. Donc ça, c'est évidemment tout accompagnement est individualisé par rapport à la personnalité de la personne pour pas faire des généralités. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est process communication? Parce que on avait fait un début d'interview qu'on va couper où tu l'avais expliqué. Mais du coup, je crois que dans cette version, il y a pas. Et donc, il y a besoin que tu dises peut-être juste une ou deux phrases sur ce que c'est. Yes. Parce que je suis également formateur process communication modèle et je m'en sers aussi en coaching. Alors, c'est un modèle américain de connaissance de soi, Oui. de conscience de soi, de conscience de l'autre et donc de communication avec les autres. Donc, on est sur quelle est ma vision du monde. Donc, comment est-ce que j'en parle avec les mots et avec mon langage verbal et non verbal. Comment est-ce que l'autre en face parle avec son langage verbal et non verbal, ce qui me permet d'utiliser le même vocabulaire, ce qui me permet d'être connecté réellement à lui. Et puis, c'est un modèle qui est très puissant de gestion du stress pour nourrir ses propres besoins dits psychologiques dans le modèle. Donc, je comprends quels sont mes besoins et que si ces besoins-là ne sont pas nourris, alors j'adopterai des comportements qui vont viser de manière négative à nourrir ces besoins. Donc, à partir du moment où je comprends quels sont ces besoins, eh ben, je vais pouvoir mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir les nourrir. Okay. Et donc, je sors de cette situation de stress et je suis motivé. Est-ce qu'il y a des tips généraux qui aident à reconnecter à son corps ou prendre des pauses, etc. Que les personnes qui écoutent l'interview pourraient se dire tiens, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Alors, prendre des pauses, la question c'est avec quoi? Okay. Parfois, je ne sais pas du tout avec quoi faire des pauses. Parce que l'idée, c'est pas de s'arrêter en tant que tel, parce que si je m'arrête en tant que tel, ça peut ne pas du tout être ressourçant. Quand je dis prendre des pauses, c'est me ressourcer. Alors me ressourcer, il y a des tas de manières différentes de se ressourcer. Ça peut être d'aller marcher, ça peut être de faire de la méditation, ça peut être de faire de la cohérence cardiaque. Là, pour le rapport au corps, c'est excellent ça. Du coup, la cohérence cardiaque, des exercices de méditation, je m'arrête 10 minutes. Voilà. Là, il y a des applis qui existent. Petit Bambou par exemple, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est une appli qui marche très bien. Voilà, ça c'est, enfin tout ce qui est quand je suis beaucoup dans le mental, méditation et cohérence cardiaque, ça marche très très bien pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Et alors pour les personnes qui ont un haut potentiel et qui nous écoutent, ils vont dire ouais mais je décroche tout de suite, au bout de 4 secondes, ça y est, je suis reparti. Oui. C'est vrai, et ça nécessite du coup de lâcher cette pression vis-à-vis de soi-même. Il n'y a pas à être performant quand on fait ces exercices-là. Si je repars dans le mental, bah c'est pas grave en fait, et j'y reviens, et après ça va devenir une habitude. La cohérence cardiaque, bien souvent, au bout de 4 secondes, les personnes que j'accompagne au démarrage, elles lâchent. Je leur dis vous allez faire ça 5 minutes, impossible pour elle. Mais je peux pas, j'y arrive pas. Il n'y a pas de pression du coup à se mettre, donc voilà. On y va tranquillement. Après, tout ce qui est logique de pause, ça peut être de prendre un bouquin, ça peut être d'aller prendre un café avec quelqu'un, ça peut être d'aller marcher dans la nature, ça peut être de faire du sport, ça peut être de voir des amis, ça peut être d'aller au cinéma, faire un resto. Enfin, il y a des tas de manières différentes. C'est juste que parfois on prend conscience que on n'a jamais ces moments-là et qu'on bosse. Et là, effectivement, ça finit par lâcher. Comment est-ce que je peux... Enfin, la clé, en fait... est de passer par le corps pour alléger le mental. Donc l'exercice physique évidemment marche bien. Donc si on fait du sport c'est top, mais après en fonction de son état de santé c'est pas forcément possible. Donc le rapport au corps pour faire des pauses, eh bien est de se nourrir par rapport à ses sens. Donc ça peut être du chant, ça peut être de l'écriture, ça peut être du dessin, ça peut être la musique. Ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être de regarder des jolies photos. Voilà, en fait, de nourrir ses sens, et en nourrissant ses sens, surtout si j'ai une forte sensibilité, et ben là, c'est le rapport au corps, et je reconnecte au corps, un peu comme une Formule 1 irait remplacer ses pneus et changer un aileron parce qu'il y en a besoin, quoi. Donc c'est par le rapport au corps, donc au sens. Quand on dit le rapport au corps, c'est le rapport au sens, aux 5 sens. Donc nourrissez vos 5 sens, dessin, en fonction de ce que vous aimez, dessin, lecture, marcher dans la nature, voir un joli paysage, prendre un bain, pour ceux qui aiment, aller faire des massages pour ceux aussi qui aiment, etc. Okay. Est-ce que il y a des caractéristiques particulières aussi
au niveau du fonctionnement relationnel qu'on va plus retrouver dans la vie personnelle, dans la vie de couple, dans la vie familiale. Qu'est-ce que tu vois comme schéma typique par rapport à ça chez les personnes au potentiel? Et puis comment toi tu l'accompagnes? Alors, le principe de la mécanique relationnelle, c'est quoi? Si je ne sais pas comment je fonctionne, je vais forcément projeter sur l'autre la manière dont moi je fonctionne. Okay. Ça, c'est systématique. Je projette sur l'autre la manière dont je fonctionne. Je vais commencer à entrer en dynamique de stress parce que l'autre en face, évidemment, ne fonctionne pas comme moi, donc je ne comprends pas, mon évidence n'étant pas la sienne, ça crée un décalage. Okay. Donc, encore une fois, le fait de mettre des mots sur cette intensité qui est « mais je ne comprends pas », c'est vraiment « je ne comprends pas que ça se passe comme ça, je ne comprends pas que tu réfléchisses comme ça, je ne comprends pas que tu n'aies pas cette sensibilité, je ne comprends pas que tu veuilles pas mettre du sens dans ce que tu fais, je comprends pas que tu n'aies pas envie de t'amuser, je comprends pas. » Donc en fait, si je comprends pas, avec cette intensité, évidemment dans la mécanique relationnelle, eh ben ça va être d'autant plus délicat pour l'autre que je vais, avec une forte intensité émotionnelle, encore plus projetée sur l'autre. Donc il y a des personnes qui peuvent se mettre dans des états de colère pas possibles, qui peuvent se mettre dans des états d'attaque, en fait, de violence, en fait, hein, même physique ou verbale, parce qu'il y a cette intensité en elle. Je ne comprends pas, je ne sais pas du tout gérer mes émotions, je ne sais pas du tout ce qui est en train de se jouer en moi, et paf. Donc dans la mécanique relationnelle, c'est d'autant plus frappant que le trop, du coup, peut être pour l'autre aussi quelque chose de très difficile, parce que notamment en couple, il y a des complémentarités. Donc on dit forcément, si j'ai un haut potentiel, je vais mettre avec quelqu'un qui a aussi un haut potentiel, mais pas forcément, et c'est pas forcément aidant d'ailleurs. Et on vient aussi chercher cette complémentarité. Donc s'il y a un gros décalage, évidemment là le décalage il va être difficile à vivre. Et d'autant plus, si je ne sais pas comment je fonctionne, je vais évidemment mettre d'autant plus d'intensité dans la colère ou dans l'attaque vis-à-vis de l'autre, ou d'autant plus douter de moi parce que je sens cette attaque. Et là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de sentiments de décalage. On parle, encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas été armées pour comprendre comment ils fonctionnent. Hein. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes à haut potentiel qui sont armées pour ça. Donc, je rappelle ça parce que c'est super important, parce qu'on voit dans la littérature des bouquins, je suis trop intelligent, donc je peux pas être heureux. Non, c'est pas vrai, parce que c'est plutôt, en fait, c'est plutôt bien, en fait, d'être intelligent en pratique. Parce que ça permet de résoudre plein de problèmes, concrètement. Mais, donc, dans la relation, cette intensité sera d'autant plus marquée et marquante que ça peut conduire à des clashs, ça peut conduire à des séparations, ça peut conduire à des vraies ruptures professionnelles ou à des vraies ruptures personnelles, parce que là je mets vraiment cette intensité. Ok. Donc tu as ce projet avec 2 autres professionnels de l'école des relations. Oui. J'imagine que vous arrivez avec des compétences qui sont complémentaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, du rôle de chacun, et comment vous accompagnez les couples? J'ai compris que c'était principalement centré sur la vie relationnelle et la vie de couple. Pas forcément, non. Mais je vais en reparler. Ouais. Okay. Parce qu'en fait, on a aussi des choses sur le célibat. En fait, donc les 3 personnes, alors c'est un projet familial, parce que dans les autres fondateurs, qui sont des fondatrices, il y a mon épouse et il y a ma sœur. On a 3 approches différentes. Mon épouse étant également professeure des écoles en parallèle, donc elle arrive avec l'angle éducation, plutôt parentalité, donc plutôt l'angle de l'enfance et de l'éducation, et ma sœur qui est en parallèle adjointe au maire aux affaires sociales et familiales dans une mairie en région parisienne, donc qui elle a attrait à toute la relation au travers de la fonction publique mairie, parce qu'elle est en charge de tout l'accompagnement de la personne de la petite enfance, de la crèche aux EHPAD, donc elle a toute la vie familiale. Et moi j'ai un angle plutôt entreprise avec un angle plutôt travail. Le principe, il est très simple. Notre équilibre de vie, parce qu'on parle beaucoup d'équilibre de vie, et les jeunes générations sont d'autant plus vigilantes à ça aujourd'hui dans les entreprises qu'elles souhaitent cet équilibre de vie.
ce qui crée d'ailleurs un décalage, hein, parfois générationnel dans les entreprises. Mais je souhaite cet équilibre de vie. L'équilibre de vie, c'est quoi? C'est est-ce que je suis heureux dans ma vie? Le travail est une composante de ma vie, mais il y a aussi tous les autres, évidemment. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est donner aux personnes qu'on va accompagner des clés pour trouver des solutions dans leur domaine de vie, que ce soit de la conjugalité, que ce soit de la parentalité, que ce soit d'aide si je suis aidant d'une personne malade, et ben j'aurai aussi des solutions ici. Évidemment, toutes les thématiques professionnelles de management, de cohésion d'équipe, parce que tout est lié. Voilà, tout est lié. On parlera aussi du rapport à l'argent, la relation à l'argent, on parlera de la relation au corps, on parlera de toutes ces thématiques relationnelles vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et le projet, c'est évidemment d'offrir tout ça aux entreprises. C'est-à-dire que ce sont les entreprises, pour le bien-être de leurs collaborateurs, qui vont donner accès à des ateliers et à des masterclass, et qui donnent accès à leurs collaborateurs. En fait, on s'occupe de vous. S'occuper de quelqu'un en entreprise, c'est pas juste s'occuper de son aspect professionnel. Ça, c'est illusoire. Moi, je l'ai vu en tant que professionnel RH. Évidemment qu'on gérait en problématique RH des problématiques qui n'étaient pas du tout des problématiques au travail. Ça, ce n'était que la conséquence. La problématique au travail n'était que la conséquence d'une problématique personnelle. Donc, si je veux m'occuper et engager et m'assurer que mes collaborateurs ils vont pouvoir être bien et donc être performants, hein, si je prends cette logique de performance que l'entreprise recherche, bah, j'ai tout intérêt en fait à m'occuper de mon collaborateur dans sa vie. Ça veut pas dire que je suis responsable de ce qui se passe à côté de lui, mais en tout cas je lui donne des billes pour pouvoir avoir des solutions qui lui permettent d'être mieux dans sa vie et donc évidemment au travail. Vous commencez quand? C'est commencé. C'est commencé. Yes. D'accord. On mettra le lien, j'imagine qu'il y a un site. Un site internet, on peut nous suivre sur différents réseaux sociaux. Ouais. On mettra en description de la vidéo. Avec plaisir. J'avais une dernière question sur les particularités culturelles françaises. Qu'est-ce que ça vient changer dans le rapport au potentiel, dans la façon dont on perçoit ça culturellement par rapport aux pays anglo-saxons, par exemple? Ouais, parce qu'il y a beaucoup on en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias. Il y a même une série, hein, il y a la série HPI qui marche très bien qui a très bien marché sur TF1. Donc il y a une espèce de culte comme ça, et donc beaucoup de clichés aussi du gars hyper performant. La série HPI, c'est un cliché, hein, c'est complètement cliché. En même temps, en France, ce qui est très observable, c'est le côté, en fait, je n'ai pas le droit d'être plus intelligent. Et parce que ça dérange, en fait, en pratique. Ce qui est complètement différent dans un système américain, par exemple, où concrètement, ces personnes-là, on va les recruter, on va les chercher. Ici, ce sont des personnes en entreprise, c'est frappant de voir comment ça marche en France, c'est qu'on fait de l'inclusion. Donc l'inclusion, ça veut dire je vais prévoir dans mon entreprise des systèmes qui vont permettre à des personnes anormales de pouvoir travailler correctement dans mon entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, l'inclusion, on va inclure les personnes qui ont un handicap, concrètement, hein, et dans les mêmes programmes, enfin dans la même philosophie de programme, des personnes qui ont haut potentiel, comme si le fait d'être très intelligent, en fait, était quelque chose qui était une maladie, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. C'est quand même un vrai problème. On ne devrait pas considérer quelqu'un qui voit un peu, enfin, le canari dans la mine comme un problème, et on devrait l'inclure comme en aménageant des horaires de travail, des choses comme ça. Enfin, il y a une conception française qui est quand même terrible par rapport à ça. Et en même temps, le risque aussi, c'est de voir que je suis intelligent, donc je suis prétentieux. Moi, je vois des tas de parents aujourd'hui qui ne veulent pas aller sur le terrain du haut potentiel avec leurs enfants parce que ils vont dire, et mon enfant, du coup, il va passer pour quelqu'un de prétentieux, il va passer pour mais non, mais il faut pas qu'il sorte du cadre. Mais non, si votre enfant il a des grosses capacités, il est important de mettre des mots dessus pour pouvoir le nourrir par rapport à son propre fonctionnement. Ça veut pas dire qu'il va être prétentieux. Mais il va être complètement en décalage s'il n'est pas des mots dessus. Donc on le voit au niveau de l'âge adulte, on le voit aussi au niveau de parents qui ont peur en fait de mettre ces mots-là sur leur enfant. Et en même temps, il y a des tas de parents pour qui ce serait une solution à tout parce que mon enfant en fait il est mal élevé et donc c'est parce qu'il a un haut potentiel. Non, en fait en pratique, la problématique est ailleurs. Mais en France, et moi je le dis, c'est pour ça que je parle d'autorisation, on a le droit en fait d'avoir un cerveau qui tourne vite et c'est pas un problème.
C'est pas une maladie. C'est un problème relationnel si je deviens prétentieux par rapport à ça et si je rabaisse les gens. Évidemment, pour dire, moi, je suis plus fort que vous, je suis meilleur que vous. Évidemment, là, le retour de flamme, il est logique. Dire, attends, il se prend pour qui, celui-là? Maintenant, tant mieux si j'ai des grosses capacités et je peux m'autoriser à ça, en fait. Je peux m'autoriser à ça, ce n'est pas un problème. Et parfois, le plus simple, c'est de pas en parler, d'ailleurs. Souvent, dans les conseils, moi, je donne aux personnes, est-ce qu'il faut que j'en parle? Pas forcément. Pas forcément, parce que vous pouvez avoir ce retour de flamme comme ça, de ah bah ça y est, tout de suite, c'est le haut potentiel, ah bah ça y est, avec les clichés qui vont être derrière, et en fait, la personne va être encore plus seule et va être encore plus décalée. Comprenez ce qui se joue en vous, c'est ce que je dis, comprenez ce qui se joue en vous pour être serein avec vous-même et donc avec les autres. Et vous savez quoi, vous en parlerez jamais de votre haut potentiel. En pratique, vous en parlerez jamais. Et les gens, ils le verront pas, ils verront juste quelqu'un qui est hyper agréable, avec qui on peut bosser, etc. Donc il n'y a pas forcément besoin d'en parler, mais ne nous l'interdisons pas non plus, parce que sinon c'est tout simplement être dans le déni de qui on est, quoi, en fait. Hein. J'avais cherché à traduire en anglais, comment on disait haut potentiel, ou zèbre, etc. Et Gifted. Gifted. Eh ben c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que gifted on peut le trahir par doué. Le problème en France c'est qu'on met du hyper de tous les côtés. On est surdoué. On parle de surdoué, on parle de haut potentiel émotionnel qui veut rien dire. On parle de haut potentiel intellectuel, on parle de haut potentiel. Donc c'est-à-dire qu'on est quelqu'un de mieux. Ce qui est complètement faux. C'est pas ça. L'enjeu n'est pas là. Il va dire je suis supérieur à. Je suis pas hyper sensible. Qu'est-ce que ça veut dire hyper sensible? On pourrait parler des hyposensibles. Si moi je suis sensible par rapport à quoi? C'est vrai. Il y a une norme qui est, du coup, je suis hyper parce que il y a une norme qui serait de pas être sensible. Donc moi, si j'ai une forte sensibilité, je suis hypersensible. On pourrait parler des hyposensibles. D'ailleurs, je vais écrire là-dessus. Peut-être que ça viendra. Bah ouais, je vais écrire. C'est quoi cette norme en fait? Donc le problème en France, c'est ce vocabulaire. En anglais, gifted, doué. Bon bah voilà, c'est beaucoup plus simple. Ça m'a amené la question de me demander, est-ce que, comme j'arrivais pas vraiment à trouver, j'ai cherché s'il y avait des articles sur la question, et est-ce que, ces concepts de haut potentiel zèbre, c'est une particularité française, ou à l'étranger, il y a aussi je sais pas si on peut parler d'un phénomène, mais en tout cas c'est quelque chose dont on parlait pas il y a quelques années, dont on parle beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est propre à la France ou est-ce que ce phénomène-là, il est assez français, ouais. D'accord. Il est assez français parce que il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Et donc depuis 10 ans, notamment depuis 10 ans, il y a un gros phénomène, il y a énormément de bouquins qui sortent, il y a énormément de coachs, de coaching, d'accompagnement qui se sont créés autour de ça. Donc ça c'est plutôt français. Après on en parle partout. Maintenant la manière dont aux États-Unis on mesure le QI est différente de la manière dont nous on le fait en Europe. C'est pour ça qu'on peut voir un QI à 175 aux États-Unis ou à 160, alors qu'en fait en France le Waze est plafonné à 160, donc l'échelle n'est pas tout à fait la même. Donc parfois on voit pour des stars américaines où il y a un QI à 170, donc en fait on compare des choux et des carottes. Mais donc il y a un vrai phénomène français, mais le concept de haut potentiel, de gifted, si on parle système anglo-saxon, aux États-Unis notamment, existe, mais comme c'est beaucoup plus toléré en fait et que c'est pas un problème de réussir en fait. C'est pas un problème de réussir aux États-Unis. On a le droit de réussir, hein. Et ça aussi c'est défaut. On a le droit d'être intelligent, on a le droit de se planter en fait aussi. L'échec est perçu de manière complètement différente aussi là-bas. Donc il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas besoin d'en faire un phénomène parce que on en fait un phénomène à partir du moment où on s'en exclut. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle d'inclusion. C'est à partir du moment où on dirait peut-être être intelligent c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème, donc il n'y a pas besoin de faire des programmes d'inclusion à un moment donné. Ce qui est le cas aux États-Unis, il n'y a pas besoin de faire des programmes parce que c'est des gens, on va les chercher, tant mieux. Je vais pouvoir me projeter avec ma boîte avec des gens intelligents. Vous avez tout compris en fait. Là où en France, on a plutôt tendance à les exclure en fait, donc de faire des programmes d'inclusion. Ok, merci Gauthier. On mettra donc les liens. Oui, merci. Comme on a dit vers ton projet de l'école des relations. Ouais. Peut-être aussi ton lien LinkedIn, tu me diras qu'est-ce qui est le plus pertinent pour que les gens te contactent. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec joie.